Donc, bonjour à tous, à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Je me présente, je m'appelle Sylvain, je travaille à l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon. Et aujourd'hui, on est donc ensemble pour la troisième visio de Réno. Donc, on a dû s'adapter au confinement et au post-confinement et on a mis en place une série de webinaires qui étaient plutôt des conférences qu'on a appelées les confinés. On a terminé la 10e il y a quelques jours. Et puis là, sur le mois de juin et début juillet, on a mis en place 4 visios de Réno. Le principe était de retourner sur des sites qu'on avait déjà fait visiter il y a quelques années et de pouvoir les représenter en format webinaire en bénéficiant du retour d'usage des usagers. Donc, les deux premières ont eu lieu sur l'habitat partagé, l'habitat participatif. Et les deux suivantes, donc celle-ci et celle de jeudi prochain, auront lieu sur la rénovation performante de copropriété. Donc ça, c'est des visites qui sont organisées par l'Espace Info Énergie Rhône Métropole de Lyon, qui est un service porté par deux structures. Donc l'ALEC de la Métropole de Lyon, qui, comme son nom l'indique, travaille sur le territoire de la métropole, ce qui fait 59 communes et à peu près 1 400 000 habitants. Et les collègues de l'ALTE 69, l'Agence locale de transition énergétique du Rhône, qui travaille sur le reste du département. Nous sommes des associations et on est financé notamment par l'ADEME, la région Auvergne-Rhône-Alpes et les collectivités locales. On peut enchaîner sur la suivante. Donc, les consignes, pour simplifier, on va dire, en termes de qualité de son, les micros et les caméras des participants sont normalement coupés, quand ça veut bien. Sinon, je vous remercierai de le faire vous-même. Les questions sont à poser sur le chat. Donc, vous avez un onglet en bas de l'outil Zoom qui s'appelle « Converser ». Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête et moi, je les mettrai de côté et puis on aura un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Et puis, ce webinaire, il est enregistré, donc si vous voulez revoir ou le faire passer éventuellement à d'autres membres de vos conseils syndicaux, puisqu'effectivement, le public aujourd'hui, c'est essentiellement des membres de conseils syndicaux, n'hésitez pas, ça sera en ligne dans les prochains jours sur la chaîne YouTube de l'Espace Info Énergie Rhône, Métropole de Lyon. Et j'enverrai un lien dès que ça sera opérationnel à tous les participants, à tous les gens qui s'étaient inscrits aujourd'hui. Les intervenants du jour, donc nous avons M. Valentini et M. Minier qui sont de la copropriété Le Kennedy, M. Jacques Dactignéo. Je vais vous laisser vous présenter en 2-3 mots rapidement. Donc, M. Valentini, je suis président de la copropriété du Kennedy à Oulin depuis 16 ans. Bon. Et M. Minier-Laurent, je suis résident et je fais partie du conseil syndical de la résidence Le Kennedy depuis 2-3 ans. Et donc Laurent Jacquel, donc moi je suis le gérant du cabinet Actineo. Donc on a un bureau d'études thermiques et fluides. Donc on est spécialisé en copropriété d'habitation, on fait des prestations d'études énergétiques et de maîtrise d'œuvre sur les lots techniques, donc principalement chauffage, ventilation, en études et en suivi d'exécution. Merci beaucoup. Peut-être un mot sur les personnes qui ne sont pas là? Pardon? Peut-être un mot sur les personnes qui ne sont pas là? Tout à fait. Bon, on n'a pas travaillé tout seul, donc le projet, on était en équipe de maîtrise d'œuvre, avec également le cabinet DPS, donc qui était l'économiste de la construction, donc qui était maître d'œuvre sur le bâti, et puis donc la régie Favre de Fosse, qui gère la copropriété. Voilà, normalement, toutes les infos sont sur la fiche de site que j'ai fait parvenir aux inscrits. Donc effectivement, si les gens veulent plus d'infos, il y a les données. Normalement, nous avons les intervenants, nous avons des notions de coûts, de caractéristiques techniques. Donc voilà, la fiche de site pourra vous permettre d'en savoir un petit peu plus. Alors, qui sommes-nous? Donc, je vais présenter un petit peu l'espace Info Énergie. Je vous présenterai rapidement le dispositif EcoRénov puisque la copropriété a bénéficié de ce dispositif. On essaiera de passer le film qui a été fait il y a justement… à l'époque, on avait visité sur site, c'est le Kennedy, donc on avait fait un film de quelques minutes, on essaiera de vous le passer. Si la qualité, on va dire, si ça saccade un peu, si le son n'est pas très bon, de toute façon, je vous ai aussi envoyé le lien pour que vous puissiez le visionner tranquillement chez vous. On abordera le programme de rénovation énergétique, les résultats, la synthèse financière, le planning, un retour d'expérience d'usage après 2 ans, et puis on prendra un temps de questions-réponses à la fin, puisque l'intérêt de ces formats, de ces webinaires, c'est justement de pouvoir répondre aux questions des gens qui sont en phase de réflexion et vous aider à aller vers une rénovation la plus performante possible.
Alors, le dispositif FAIR, c'est une marque qui a été développée par l'ADEME il y a quelques années, qui vient renforcer les espaces info-énergie. Les espaces info-énergie, c'est le seul service aujourd'hui d'intérêt général, gratuit, neutre et indépendant qui conseille les particuliers sur la rénovation énergétique, sur les énergies renouvelables, sur les économies d'énergie, les économies d'eau, etc. etc. Et ce conseil peut prendre différentes formes. Ça peut être un conseil technique. Donc là, on va vous informer sur les niveaux de performance à mettre en place, surtout si vous voulez bénéficier d'aide. On vous parlera aussi aspect économique. On vous aidera à calculer éventuellement le temps de retour sur investissement. On vous informera sur les aides que vous pouvez mobiliser, puisque c'est vrai que ça change régulièrement et que les aides sont… Il y a beaucoup de dispositifs qui peuvent parfois se cumuler avec à la fois des dispositifs nationaux et puis des dispositifs locaux, comme c'est le cas d'EcoRénov, avec des communes qui parfois rajoutent encore des subventions. Et bien évidemment, le but, c'est de faire des économies d'énergie. Donc là, il y a un aspect financier, mais c'est aussi d'être performant aussi en termes environnementaux et évidemment de réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisque dans une période où on parle de plus en plus de changement climatique, il devient vital de mettre en place un plan Marshall de la rénovation énergétique. Et il y a un gros gisement d'économie d'énergie à faire sur la rénovation énergétique et en particulier en copropriété. Le territoire du Rhône, vous l'avez, avec donc le territoire qui est en bas à droite, en gris clair, donc le Grand Lyon, la métropole, ça c'est le territoire couvert par la LEC. Le reste du territoire est couvert par les collègues de la LTE 69 et ils ont même des permanences délocalisées sur certains territoires. Donc c'est en appelant l'espace info énergie, vous aurez toutes ces infos-là. On reçoit les gens ou on les renseigne par téléphone. Donc on conseille évidemment aux gens de prendre rendez-vous. Et pour les gens qui habitent en copropriété, on a des collègues qui sont vraiment spécialisés sur la copropriété qui pourront vous apporter des informations sur ce sujet-là. Alors, la plateforme EcoRénov. Donc là, on va parler un petit peu de ce dispositif en détail. C'est important d'en parler. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place par la métropole de Lyon, qui est soutenu par la région et par l'ADEME, et qui a pour objectif de conseiller et d'accompagner les projets d'éco-rénovation de l'habitat. Et en fait, l'ALEC est missionné comme porte d'entrée du dispositif. Donc, en gros, ça va de pair avec l'espace info énergie. Et donc, évidemment, on renseigne les habitants du territoire sur ces dispositifs. Donc, déjà, il faut bien savoir où on habite et si on fait partie ou non de la métropole de Lyon. Parce que sur d'autres territoires, il peut y avoir éventuellement d'autres dispositifs, mais EcoRénov, c'est valable que pour la métropole de Lyon. Quelques chiffres sur le dispositif depuis qu'il a été mis en place, sur la suivante. Donc, on a plus de 15 000 logements qui ont été financés en 5 ans. Ça a généré pratiquement 300 millions d'euros de travaux, dont pas loin de 43 millions d'euros de subventions. Au final, c'est plus de 10 000 logements privés financés, dont 1 378 ménages modestes. On a 121 copropriétés, dont le Kennedy. On a 253 maisons. Et on a pas loin de 5 500 logements sociaux qui ont été financés. Et si vous regardez le petit graphe qui est sur la droite, vous voyez qu'en termes de copropriété, c'est vraiment une activité qui a explosé chez nous dans les 5 dernières années. Et à tel point qu'il y a quelques années, ça ne représentait même pas un poste à plein temps et qu'aujourd'hui, on a plusieurs collègues qui sont spécialisés là-dedans. On a encore embauché récemment là-dessus. Donc, pour plus d'infos, vous pourrez vous mettre en relation avec un certain nombre de mes collègues, notamment Thomas Dubertret, Robin Lhuillier, vous avez Mohamed Mamous, vous avez d'autres collègues qui nous ont rejoints récemment, qui pourront vous accompagner dans vos projets. Et la question, c'est pourquoi rénover sa copropriété? Il y a plein de raisons en fait, de rénover une copropriété. Il y a évidemment les aspects confort. Et par confort, on ne va pas seulement penser au confort d'hiver. De plus en plus, on va avoir une problématique d'inconfort d'été, de canicule. Aujourd'hui, d'ailleurs, on commence à avoir un peu chaud. Il y a l'aspect, évidemment, énergie, économiser de l'énergie. Donc, c'est important de raisonner en coût global, pas seulement penser à l'investissement, mais voir ce que ça va donner ensuite sur les baisses des factures. Anticiper aussi les augmentations du coût des énergies, les réglementations futures qui seront de plus en plus contraignantes. Évidemment, moins polluer. Et puis, augmenter la valeur patrimoniale de son bien
Vous voyez bien sur cet exemple, on peut cliquer un coup pour lancer pour avoir le nom de cette copropriété. Vous avez donc à Tassin les Églantiers qu'on avait fait aussi visiter. Après rénovation, vous voyez bien qu'en termes esthétique, c'est quand même beaucoup plus sympa et ça permet donc d'augmenter la valeur patrimoniale de son bien, à la fois parce que c'est plus esthétique, à la fois parce que c'est plus performant. Voilà pour cette partie-là. Et pour faire un projet, et pour être sûr de faire un bon projet, ça se prépare en amont. Donc, c'est préparer le projet. Et là, l'idéal, c'est vraiment de contacter mes collègues à l'Espace Info Énergie le plus en amont possible, créer une commission énergie. Alors, souvent, ça part d'une ou deux personnes motivées au sein d'un conseil syndical. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que ça ne se limite pas à une ou deux personnes motivées, mais qu'on arrive à toucher le plus de monde possible. Nous, on va aider éventuellement à monter un cahier des charges, consulter des bureaux d'études, lancer un audit énergétique. Et puis, évidemment, sensibiliser les copropriétaires. Et au fil de l'avancée, dans le meilleur des mondes et dans un certain nombre de cas, on va arriver à réaliser les travaux. Et une fois que les travaux ont été réalisés, on va faire un suivi de consommation pour voir si effectivement les consommations sont conformes à ce qui était prévu. Et donc, quand on vous parlera tout à l'heure de suivi de consommation, c'est des chiffres qui seront pondérés des DJU, c'est-à-dire que ça permet de comparer des hivers, par exemple, qui n'auraient pas la même rigueur climatique. Et donc, ça nous permet d'avoir des chiffres qui veulent dire quelque chose, parce que forcément, entre un hiver très doux et un hiver où on peut avoir des températures à moins 15, forcément, il faut qu'on arrive à intégrer ça dans les calculs énergétiques. Pour le reste, je vais laisser la parole aux spécialistes du sujet. On va d'abord voir si le film se lance correctement. Donc là, pendant le film, on va couper nos micros, peut-être même nos caméras pour avoir plus de débit. Et puis, voilà, vous avez quelques minutes de film qui a été tourné, je crois, il y a 2 ans sur la CoPro. Alors, moi, je n'ai pas de son. Avec le petit Nord, à bloquer les yeux. Monsieur Balancini, président du conseil syndical, est l'homme qui a convaincu les propriétaires de la nécessité des travaux. Ils sont depuis contents. On a un appartement, un immeuble qui est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus joli, et puis c'est isolé, on a gagné en température. Je vois la différence entre avant et après. Le conseil syndical a super bien géré, il a bien contribué, on a pu avoir des aides de la métropole, de l'Armée, on a un coût globalement qui a bien baissé. Le coût, justement, pour cette tour qui a plein d'avant baissé, les aides sont de 3 500 € par logement pour un coût total des travaux de 14 600 € par logement. La tour P qui est beaucoup plus compacte, donc il y avait moins de déperdition par les murs intérieurs et par l'enveloppe du bâtiment en général. C'est pour ça qu'en absolu, on a pu atteindre l'objectif de rénovation. Sur ce deuxième bâtiment, on table sur 35% d'économie d'énergie. L'aide sera plus basse, 2 000 € par logement, pour un coût total des travaux de 14 700 € par logement. Le gestionnaire a dû convaincre. Pour ça, le premier argument déjà cité, c'est que les travaux auraient été nécessaires dans le temps, donc autant les faire, parce que ça soit douloureux de les faire d'un coup, mais avec les aides, plutôt que de les faire dans le temps sans les aides. Après, pour ceux qui ont un reste à charge, malgré les aides importants et qui n'ont pas forcément les moyens de financer tout par cette part, on a mis en place un emprunt collectif. Voilà, donc ça, c'est peut-être la partie la plus compliquée à gérer, on va dire. Pour le reste, on est accompagné de bureaux d'études qui suivent le travail des entreprises selon le cahier des charges qui sont établis. Ici, les travaux continuent avec l'isolation des balcons et des façades, avec des matériaux qui ont fait leur preuve. Aujourd'hui, direct de Kennedy, on est dans les 10 premiers dossiers EcoRénov. Donc, on est venu s'assurer du bon fonctionnement de A jusqu'à Z. De l'audit énergétique, au cahier des charges, au chantier et à la réception des financements. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas allé
en plus de ça, chercher des nouveaux matériaux qui auraient pu rajouter des complexités dans le dossier. Voilà. Donc on a un sur du basique, mais on voit que ça fonctionne bien. Dans cette résidence, le dossier rénovation énergétique semble avoir été si bien géré que les copropriétés voisines viennent aujourd'hui se renseigner sur les démarches à entreprendre. Alors, pour le début, en tout cas, le son n'était pas terrible, mais donc je vous ai envoyé le lien pour les gens pourront revoir la vidéo tranquillement chez eux. On va passer à la suite. Et donc, du coup, Monsieur Jacquel, je vous laisse présenter la situation initiale telle que vous l'avez trouvée quand vous êtes arrivé sur le site. Ok, allez, allons-y. Donc, au départ, on a 3 bâtiments, 5 à 9 étages. Donc, à la construction dans les années 70, 73, 74. On a une centaine de logements répartis de façon à peu près équitable, 30 à 36 logements par bâtiment. On a le bâtiment P qui est une tour et les bâtiments O et Q qui sont plutôt des bars avec 3 allées. On est au chauffage et à l'eau chaude sanitaire collectif au gaz, avec en fait une chaufferie par bâtiment en toiture terrasse. Et puis, donc, on avait déjà une VMC simple flux en place. Au niveau du bâti, donc en années 70, donc on a déjà de l'isolation de façon modeste, mais sur toutes les parois. Sur les façades, on avait déjà 2 cm d'isolant par l'intérieur. On voit bien les ponts thermiques là sur la droite. En haut à droite, donc c'est tous les murs de refend, les planches intermédiaires, où on a des pertes de chaleur importantes. Au niveau des planchers, on avait également 4 à 5 cm d'isolant en sous-face. Toiture de terrasse, également modestement isolée, entre 5 et 7 cm d'isolant. Et puis au niveau des menuiseries, donc d'origine en simple vitrage, et on avait entre 60 et 80% des fenêtres qui avaient été remplacées. Donc là, effectivement, thermographie extérieure. Donc on voit les ponts thermiques. Donc ici en rouge, c'est la chaleur qui sort du bâtiment. Donc là, on est sur un mur pignon. Et puis là, en bas à droite, on voit un balcon. Donc la dalle qui traverse et qui vient créer le pont thermique avec la chaleur qui en profite pour passer. Au niveau du chauffage, donc une chaufferie par bâtiment, on l'a dit, performance très très faible. Voilà, on avait des rendements de combustion de l'ordre de 85%. On avait plusieurs chaudières qui étaient en cascade. On avait 10 chaudières là pour le bâtiment P, très anciennes qui avaient été rénovées, et puis 5 qui dataient de 1986 pour le bâtiment O. Hein, donc durée de vie des chaudières 20 à 30 ans. Donc c'est clair qu'on était vraiment sur la fin de vie au niveau des chaufferies. Distribution verticale, et on avait des radiateurs à eau chaude de type rayonnant avec une grande majorité sans robinet thermostatique. Concernant l'eau chaude sanitaire, donc également produite en chaufferie de façon instantanée avec des échangeurs à plaques. Vous avez les chaudières en haut à droite, voilà, une grosse chaudière et une petite chaudière murale en bas à droite. Concernant la ventilation, donc on avait soit des caissons d'extraction, soit des tourelles en toiture terrasse, état très vétuste, notamment au niveau des gaines aéroliques qui étaient bien rouillées, qui avaient un niveau d'étanchéité très limité. Très variable également dans les logements au niveau des bouches d'extraction entre ceux qui les ont remplacés, ceux qui les ont enlevés, ceux qui les ont condamnés. Et puis des débits d'extraction qui étaient plutôt faibles, trop faibles par rapport à ce qu'on devrait avoir aujourd'hui sur le plan réglementaire. Et puis surtout un débit fixe d'extraction, donc aucune modulation sur l'humidité. Donc on a modélisé les 2 bâtiments sur un logiciel de simulation thermique. Et donc là, vous avez la répartition des déperditions thermiques, donc ou par la chaleur, sur les différentes parois. Donc ce qu'on voit, c'est quand on cumule les murs extérieurs et les ponts thermiques, on a à peu près un tiers de la chaleur qui part par les façades. On a également à peu près un quart par les fenêtres, et puis une partie également significative par la ventilation, parce que même si on a des débits assez limités, on était, comme on l'a dit, en débit fixe et en permanence.
Et puis, on avait également les toitures qui représentaient 4 à 7%, qu'on peut aussi assez facilement réduire en isolant davantage. Donc voilà où étaient les enjeux en termes de pertes thermiques. En termes de charge énergétique, donc là, si on cumule le gaz, donc qui fait pour le chauffage et pour l'eau chaude, plus l'électricité des communs, on était entre 950 et 1000 euros par logement de charge énergétique sur l'année. On ne rentre pas plus dans le détail. Donc voilà pour l'état initial. Donc après, en termes de programme de rénovation, donc on a fait le même programme sur les deux bâtiments. Par contre, on a atteint des niveaux d'objectifs différents. Sur le bâtiment P, comme on l'a vu dans le film, on est sur une tour. On a pu atteindre le BBC rénovation. Donc c'est le niveau maximal pour les aides de la métropole, parce qu'on a un bâtiment qui était plus compact et on avait une cage d'escalier qui était centrale et donc qui était beaucoup moins déperditif que sur le bâtiment haut, qui était une barre avec 3 allées, avec beaucoup plus de déperdition au niveau de la cage et des murs intérieurs. Donc sur le bâtiment haut, on a pu atteindre, entre guillemets, que le premier niveau qui est moins 35% de consommation d'énergie. Et donc en termes de programme des travaux, donc on a isolé complètement les façades, donc à la fois les façades courantes plus les fonds de loggia et de balcon. On a fait une réfection et une isolation complète des toitures terrasses. On a rénové complètement les chaufferies, donc avec le remplacement des chaudières. On a installé des robinettes thermostatiques auto-équilibrants dans les logements. Et puis, on a réhabilité le système de VMC en passant sur un système hydro-réglable. Alors, Monsieur Jacquel, pendant qu'on y est, parce que là, c'est une question de compréhension, donc je vais la poser tout de suite. Oui. On nous demande ce que sont des robinets thermostatiques auto-équilibrants. Alors, on va voir juste après. Du coup, je vais rentrer dans le détail juste après, là, au niveau du programme. Je vais y répondre. Ouais. Alors, je démarre sur les façades. Donc, on est parti sur quelque chose de très, très classique. Polystyrène, calé chevillé. Donc, on avait 150 mm de polystyrène graphité. Donc là, c'est quand même un polystyrène qui a une performance plus importante que le polystyrène expansé classique. Donc, on avait une résistance de 4,65, alors que habituellement, on est plutôt autour de 4,2. Donc voilà, 150 mm de polystyrène. Au niveau des fonds de balcon, donc on a un système différent. On est passé sur un système avec la mousse de polyuréthane sur une épaisseur de 100 mm avec un parement extérieur. Donc là, l'objectif, c'était de limiter la perte de place au niveau des balcons, bien évidemment. Donc au lieu d'avoir 15 cm, on avait 10 cm. Et malgré tout, avec une résistance thermique très importante de 4,5, parce qu'on est sur de la mousse de polyuréthane qui est beaucoup plus isolante que du polystyrène. On en a profité pour remplacer les garde-corps existants. Alors ça uniquement pour le bâtiment P. Le bâtiment haut n'a pas retenu l'option pour des raisons budgétaires. Donc on voit bien voilà, la structure que quand on remplace les garde-corps, tout de suite on change considérablement l'esthétisme. On voit voilà, entre une photo à gauche avec les garde-corps d'origine et puis à droite c'est le bâtiment P complètement rénové avec des vitrages opalescents au niveau des garde-corps. Toiture terrasse, très classique, on enlève toute l'étanchéité et l'isolant actuel qui était en partie mouillé. Donc on repart sur la dalle avec 120 mm de mousse de polyuréthane en 2 couches avec une résistance thermique de 5,2. Donc là c'est sur l'ensemble des 3 bâtiments. Hein, on verra après, le bâtiment P et le bâtiment O ont fait une rénovation globale et le bâtiment Q a fait uniquement pour l'instant la rénovation de la toiture terrasse avec ce même procédé. Au niveau de la ventilation, donc on est parti sur un système hydro-réglable. Donc on a remplacé les extracteurs donc, par des nouveaux caissons basse consommation. On a remplacé tous les réseaux aéroliques en toiture. Et dans les logements, on a mis en place, remplacé les bouches par des bouches hydro-réglables. Ça, le principe, c'est qu'on a une membrane qui est sensible à l'humidité. Et donc, quand on a beaucoup d'humidité à extraire, la membrane s'ouvre à fond et on extrait. Et par contre, quand on a peu d'humidité à extraire, la membrane revient à une position minimum pour éviter d'envoyer trop de chauffage à l'extérieur.
Donc, on retrouve des débits réglementaires et qui sont modulés pour une qualité d'air adéquate, mais limiter les pertes de chauffage par la ventilation. Au niveau de la réflexion du chauffage, donc sur les deux chaufferies, donc il y a un petit peu de mise en conformité, du désamiantage. Donc, on avait de l'amiante sur quelques joints de bride. On a remplacé les chaudières par 3 nouvelles chaudières à condensation. Donc c'est la photo en haut à droite, de marque Atlantique, 360 et 260 kW d'installer suivant les bâtiments. Le fait d'avoir trois chaudières, ça permet une mise en cascade et ça permet d'étager en fait les puissances et donc d'optimiser les rendements avec la condensation. On a fait tous les travaux associés, remplacement des pompes de charge de chauffage, adoucisseurs, tubage des conduits de fumée, etc. Donc voilà, pour avoir une rénovation globale de l'ensemble des équipements. Au niveau de l'eau chaude sanitaire, on a conservé l'échangeur actuel, mais on l'a calorifugé pour le bâtiment P. Et sur le bâtiment O, le nouvel échangeur n'était pas suffisamment bien dimensionné, donc on l'a remplacé et calorifugé. Aujourd'hui, sur les chaufferies, nous, habituellement, on rajoute un ballon tampon, un ballon primaire, pour éviter d'être en instantané et sur l'échangeur et de solliciter en permanence les chaudières. Le problème, c'est qu'on avait des chaufferies en toiture terrasse avec une dalle très très fine et qui ne permettait pas de supporter une surcharge trop importante. Et donc, si on avait voulu rajouter un ballon d'eau chaude sur le primaire, on aurait dû faire une étude de structure et renforcer la dalle. Et donc, c'est quelque chose qui n'a pas été retenu au niveau de la résidence. Et donc, dans les logements, on y vient. Donc, on a remplacé tous les robinets de radiateurs par des robinets thermostatiques auto-équilibrants. Donc là, on a deux fonctions. On a la fonction thermostatique. Donc, on va profiter des apports de chaleur gratuits. Donc, le soleil donne sur les baies vitrées, on chauffe l'ambiance. Et donc, quand on a atteint la consigne du robinet, le robinet se ferme pour ne plus consommer de chauffage et profiter de la chaleur gratuite du soleil. Et l'autre fonction, c'est la fonction auto-équilibrant. Là, on a en fait un régulateur de pression différentielle au niveau du robinet. Ça permet de faire un équilibrage du chauffage sur chacun des radiateurs. Donc, un équilibrage dynamique, c'est beaucoup mieux que d'avoir des vannes d'équilibrage en pied de colonne. Et ça, c'est au niveau de chaque radiateur qu'on va équilibrer pour permettre de répartir de façon homogène l'ensemble de la chaleur sur tout le bâtiment et dans toutes les pièces, quel que soit là où on est situé, qu'on soit au dernier étage, qu'on soit au milieu ou au rez-de-chaussée. Voilà pour la partie technique sur le projet. On répondra aux questions après s'il y en a. Je vais juste enchaîner sur la partie planning. Ça a été assez rapide. On a fait l'audit énergétique nous en 2015-2016. Début 2016, on a lancé les études de maîtrise d'œuvre. On a fait voter les travaux donc en avril 2017 et on a démarré les travaux en septembre 2017 et on a tout fait sur une durée de 12 mois. Donc on voit voilà, sur le bâtiment O, on a démarré plutôt par les toitures, alors que sur le bâtiment P, on a démarré par les façades. Et puis, on a fait évidemment les rénovations des deux chaufferies à l'été 2018 pour ensuite inverser toiture et façade entre les deux bâtiments. Et donc, voilà, terminer en septembre 2018. En termes de résultats énergétiques, donc ça, c'est les calculs réglementaires qui font foi pour l'obtention des aides. Donc, on voit, voilà, en termes d'étiquette énergétique, on a gagné une classe sur le bâtiment O. Donc, on est passé d'une classe D à une classe C. Et donc, ça fait un gain sur le CEP, c'est la consommation conventionnelle, de 37,6%. Donc, on est bien au-delà des 35% nécessaires pour atteindre le premier niveau des aides éco-rénov'. Et sur le bâtiment P, donc, on a pu atteindre le niveau BBC Rénovation. En fait, un niveau absolu qui est à 96 kWh par mètre carré par an. Et donc, nous, on a atteint 83,6. Donc, on est bien largement en dessous de ce niveau et on a gagné une place et demie sur l'étiquette énergétique. Valentini, je vous passe la main sur cette partie-là.
Oui, mais il y avait une question sur les robinets thermostatiques. Peut-être qu'il faut peut-être répondre. Non? Alors, je pense avoir répondu, mais sauf si la réponse n'était pas claire. Par rapport au robinet auto-équilibrant, Oui. Je sais pas si. Sylvain, je pense avoir répondu, non? Ouais, bon. Oui, oui, là, il a répondu. Il a répondu là. Il y a D'accord. Jacqueline, il y a Jacqueline qui nous dit que la réponse était claire. Bon, ça va. Donc, au niveau donc, du coût, le coût, nous, ça faisait 502 000 euros de travaux, donc 432 000 de travaux, et on a eu quand même 176 000 euros d'aide. Ce qui nous a permis, avec cette aide, plus les économies d'énergie qu'on faisait, donc des dépenses en moins sur nos charges, nous faire un surcoût mensuel sur nos charges de l'ordre de, pour un T2 par exemple, 30 euros, et pour un T5, ça ferait 50 euros de charges mensuelles en plus par mois, et en bénéficiant d'une copropriété qui est remise en état, quoi, qui est remise à neuf. Voilà. C'est pour ça qu'avec les aides, ça nous a permis de faire ces travaux. Autrement, c'était impossible de les réaliser sans ces aides-là. Voilà pour les. Alors, je peux répondre à la question, pas de remplacement de volet. Félix, non, on n'a pas fait le remplacement. Je peux répondre à la question là. Oui. Donc, on n'a pas fait le choix de remplacer les volets métalliques parce que bon, c'était quand même une charge supplémentaire aux propriétaires avec très peu d'aide. C'est pour ça qu'on n'est pas parti. On a fait le maximum qu'on pouvait faire en faisant l'équilibrage entre les aides et des mensualités pas trop élevées pour les copropriétaires. C'était le choix qui a été retenu. Ouais. Au niveau, voilà, là on a un tableau, on représente un tableau pour le bâtiment haut, donc qui a 30 copropriétaires. Et on voit pour un T2, les frais, l'éco, c'était de 20,64 € mensuels. Et les remboursements des travaux s'élevaient à 39 euros. Donc, on rajoutait 39 euros de plus voilà, par rapport à l'aide qu'on a, grâce à l'aide qu'on avait. Je réponds je ne sais pas si les questions, on doit répondre aux questions. On les prendra après les questions, comme ça, je vous laisse dérouler votre. Voilà. Et disons qu'en fonction des travaux choisis, en fin de compte, on est obligé de les faire parce qu'au départ, on n'a pas choisi de faire ces travaux d'une façon dire on va faire des économies d'énergie. On avait la toiture qui commençait à avoir des entrées d'eau par les terrasses, notre façade qui commençait à faiblir. On avait 10 chaudières, sur les 10, il y en avait 8 qui étaient en panne. Donc, c'était des frais qui étaient nécessaires. Mais grâce à ces aides, plus on a pris un crédit de motivance sur 15 ans, qui nous a permis d'équilibrer notre budget avec très peu de mensualités en plus, de remettre les copropriétés en état. C'est pour ça qu'on a fait cette option, nous on a fait cette option. Et c'est vrai que les aides plus les crédits qui nous permettaient, parce qu'on a pris Domofinance nous, par rapport au taux zéro, parce que le taux zéro, on ne pouvait pas emprunter la totalité des frais des travaux. On a été obligé de prendre encore un crédit et taux pro 100. Et l'addition des deux crédits et la gestion par la régie nous faisait. C'était plus compliqué pour les copropriétaires. Que là, en faisant un crédit global avec Domofinance, ça nous a permis de ne pas avoir de certificat médicaux à fournir, de ne pas de limite d'âge. Et ça, c'est important dans une copropriété où il y a des personnes âgées. Ça nous permettait d'avoir des personnes de 80 ans et de faire des crédits sur 15 ans. C'était impossible de le faire avec une banque. Voilà. C'est le choix qu'on a fait avec notre copropriété. Et c'est ce qui nous a permis de pouvoir entreprendre les travaux. Autrement, on n'aurait jamais pu reprendre ces travaux-là. Voilà, je pense que là, c'est ce que je vous ai expliqué. L'éco, 54 euros. Nous, ça nous fait 100 euros. Donc, si on enlève 54 euros, ça nous fait 50 euros pour un T5 en plus mensuellement. Et donc, il était largement possible à tous les propriétaires de payer cette somme-là, sans se priver à côté. Je pense que c'est clair.
Ça, c'est Laurent. Prends la main. Ouais. Vous voulez que je commente, ouais. Donc là, effectivement, c'est le retour au bout de 2 ans. Donc on a récupéré, on a analysé les consommations réelles de gaz suite à la rénovation. Donc on a le avant-après par bâtiment. Donc ce qu'on voit, c'est que voilà, si on prend le bâtiment haut, on est aujourd'hui à moins 35,4% de gains non corrigés de la rigueur climatique. Donc c'est ce que disait Sylvain Chira juste avant. Évidemment, pour comparer d'une année à l'autre, on doit ramener ça sur un hiver, on va dire, normal en termes de rigueur climatique. Et donc, si on corrige de la rigueur climatique, on a fait moins 31,5%, alors que on avait prévu 37,6% sur la réduction de consommation de gaz. Et en termes de facture, on avait prévu 39%, on est à moins 32%. Donc, on voit que sur le bâtiment haut, on est un petit peu en deçà par rapport à l'objectif. On l'explique essentiellement, on sait que voilà, sur ce bâtiment-là en particulier, on a eu des demandes d'augmenter les températures de chauffage d'ambiance, et donc ce qui mécaniquement augmente les consommations de chauffage par rapport à ce qu'on avait pu prévoir, ce qui est moins le cas sur le bâtiment P. On voit que voilà, sur le bâtiment P, on est complètement à l'objectif, voire un petit peu en dessous. Voilà, on a réduit de 40,7% les consommations de gaz corrigées de la rigueur climatique, alors que nous, on avait prévu 39%. Et en termes de facture, c'est pareil, hein, on est complètement au niveau de l'objectif. C'est intéressant de faire le parallèle avec le bâtiment Q, qui lui a rénové que sa toiture terrasse. Alors depuis le bâtiment Q, on est en travaux là, actuellement. On suit également les travaux cet été, donc ils rénovent leur chaufferie, et on est en train de rénover le système de VMC également. Alors ils le font après coup, malheureusement, donc ils ne bénéficient pas des aides éco-rénov. Mais voilà, ils ont fait la toiture, et là en ce moment ils sont en train de faire chaufferie plus VMC. Donc là les résultats qui sont présentés, c'est uniquement l'impact de l'isolation de la toiture. Et donc, ce qu'on voit, on est à 3% de réduction de consommation de gaz et 12% au niveau de la facture. Ça, c'est lié à une bonne renégociation du contrat de fourniture par la régie. Donc, on voit bien les écarts, évidemment, de réduction de consommation entre le bâtiment Q et les autres bâtiments qui ont rénové globalement le site. Tu veux dire un mot là-dessus, Étienne ? Ah, vous avez, avec le micro. Ouais, vous avez le micro qui est coupé. Voilà. Oui, parce que je vois, il y a des questions qui sont intéressantes aussi, là, avant de répondre à ça. C'est par rapport au radiateur. On n'a pas remplacé nos radiateurs, nos vieux radiateurs. Et on n'a pas eu de bout non plus quand on a fait l'analyse avant les travaux. Donc ça a permis d'avoir des frais en moins. Parce que si on doit remplacer le radiateur, voilà. Et pourquoi on n'a pas remplacé les volets roulants? Parce que déjà, ce n'est pas des volets métalliques, c'était des volets en PVC. Et donc là, c'était à la charge du copropriétaire. Et chaque copropriétaire a eu la possibilité par la suite de la rénovation de remplacer leurs volets par des volets roulants. On est parti sur des volets roulants. La plupart, donc sur le bâtiment P, on est facilement à 70% de volets roulants. Donc à l'origine, c'était des persiennes. Voilà, à l'origine, c'était des persiennes en PVC. Voilà. Autrement, alors le gain pour nous, ça a été aussi bien en hiver qu'en été, c'est d'avoir une meilleure, disons en été, ne pas souffrir de la chaleur. On arrive à avoir une différence de 4 à 5 degrés de différence par rapport à l'extérieur. Et l'hiver, donc c'est les factures de chauffage qu'on voit qui sont bien baissées, et le confort à l'intérieur, on a une température ambiante. Quand on change de pièce, on n'a pas de variation de température qu'on avait avant, parce qu'il fallait régler systématiquement les radiateurs. C'est pour ça qu'avec les thermostatiques, en les réglant une fois, en réglant la température qu'on veut dans une pièce, on n'a plus à y revenir sans arrêt, qu'il fasse du soleil ou qu'il y ait du vent ou de la pluie ou de l'humidité. On reste toujours avec les mêmes températures dans les pièces.
Valorisation du patrimoine, oui. Le patrimoine, nous, sur les ventes qu'on a eues depuis 2 ans, on s'aperçoit qu'on a augmenté les prix de vente de l'ordre de, on va dire, bien de 10%, minimum 10%. Parce qu'on avait des T5 qui se vendaient 200 000 euros, qui se vendent maintenant près de 300 000 euros. Voilà. Donc, on a fait un gros gain au niveau de l'aspect extérieur par rapport aux autres bâtiments à côté de chez nous, d'autres résidences. On voit que la vente est meilleure sur un bâtiment rénové que s'il n'a pas été rénové. Parce que bon, un acheteur, il regarde déjà si on a des travaux à faire dans ces bâtiments. Nous, nos bâtiments, on a tout refait en tout compte. On a fait même mécanisation d'eau. Donc, on repart sur un bâtiment de 35 ans, mais qui est remis à neuf entièrement, quoi. Qui est remis aux normes actuelles. Ouais. Il y avait une question sur la VMC double flux. Alors, double flux, pourquoi la rénovation? La rénovation, on ne peut pas mettre du double flux parce que là, c'est au niveau technique que ce n'est pas possible. Oui, voilà. La VMC double flux, ça fonctionne très bien en maison individuelle. Là, en résidence collective, ça impliquerait en fait de créer des faux plafonds de partout dans le logement pour pouvoir mettre les gaines d'insufflation et de reprise. Donc, clairement, en habitat collectif, c'est utopique de pouvoir imaginer cette solution-là. Donc, voilà, plutôt à réserver en maison individuelle, là où on peut assez facilement avoir ou rajouter des faux plafonds. Mais en copropriété, de toute façon, le double flux sur une rénovation, ça n'existe pas. Bon, ça c'est, à ma connaissance, ça s'est jamais vu, parce que je vous dis, voilà, il faut installer des faux plafonds de partout dans tous les logements. Donc, on ne peut pas imaginer que collectivement, ça puisse être accepté. De toute façon, ce qu'on peut dire, c'est qu'un projet, c'est aussi des compromis d'une manière générale. C'est-à-dire qu'à un moment, si on ne veut pas se mettre à dos une partie de la copropriété, on est quand même obligé à un moment de prioriser, on va dire, les travaux les plus efficaces et puis les plus réalistes. Alors, je pensais qu'il y avait un équilibre avec l'entrée de l'appartement. Concernant, il y a une question là, de Laurent concernant l'équilibrage. Alors, tout dépend comment est fait le réseau de distribution de chauffage. En fait, vous avez soit un réseau, une distribution verticale, comme on a sur le Kennedy, où vous avez une multitude de colonnes qui traversent les logements et qui viennent en général alimenter un radiateur. Et après, vous avez aussi des distributions horizontales. Vous avez souvent une colonne qui monte en gaine technique au niveau des paliers. Et après, vous avez une boucle horizontale ou plusieurs qui viennent desservir les logements. Donc, si on est en distribution horizontale, oui, on va plutôt mettre évidemment des vannes d'équilibrage à l'entrée de l'appartement sur chaque boucle. Par contre, dans le cas d'une distribution verticale, c'est soit on met des vannes d'équilibrage en pied de colonne, sur chaque colonne, et là, on va équilibrer que au niveau des verticales, soit on met des robinets auto-équilibrants, où là, on va équilibrer de façon beaucoup plus fine et en dynamique au niveau de chaque radiateur. C'est là où on aura le résultat optimal. Quelle est votre secret? Une super équipe de maîtrise d'œuvre. Non, je sais pas. Une question peut-être pour M. Valentini. Donc, Anne qui nous dit qu'elle est agréablement surprise par la rapidité avec laquelle vous avez mené le projet. Quel est votre secret? Micro. Le secret, c'est d'avoir un bon conseil syndical, déjà. Et de prendre du temps à expliquer. On a fait minimum 2-3 réunions par bâtiment pour déjà expliquer la nécessité de faire les travaux, de voir les aides qu'on pouvait avoir à l'instant où on a fait les travaux, d'essayer d'expliquer que ce qu'on allait payer pour ces travaux-là, l'un dans l'autre avec les aides et puis en étalant ces travaux, ça coûtait nettement moins cher que de les faire coup par coup, parce qu'on a toujours fait des travaux comme mécanisation d'eau par exemple. C'était de l'ordre de 400 € à sortir sur 10 mois.
Et il y a des personnes qui avaient du mal à les sortir. Que là, en étalant la possibilité de faire une grosse quantité de travaux avec des grosses sommes, parce que quand on annonce les chiffres des travaux, ça affole beaucoup de personnes. Mais quand on le remet au nombre de tantièmes. Les joies du direct. Ouais. Voilà, c'est ma femme qui arrive, c'est pour ça. Et donc, vu la somme des travaux, on était obligé de supprimer certains. Là, on parlait des volets. On aurait bien voulu remplacer tous les volets et tout ça, mais c'était pas possible, quoi. Parce que ça faisait trop de frais pour la propriété, pour les propriétaires. Et le fait d'étaler au maximum et faire des petites, quand on dit des travaux pour que ça puisse passer, il faut pas que ça, il faut tenir compte de sa copropriété. C'est-à-dire que quand on a des personnes âgées avec des petites pensions, on ne peut pas leur demander de sortir 400 à 500 euros par mois. Voilà. C'est pour ça que, en expliquant tout ça aux propriétaires, eh ben, ils ont adhéré au projet. Il y avait ça, mais on avait aussi voté la réflexion de la toiture. Et on savait que si on commençait les travaux avant le demande des aides, ben on n'avait pas d'aide en fait. Du coup, il fallait accélérer le processus et arriver à convaincre tout le monde qu'il fallait faire l'ensemble plutôt que se limiter qu'à une partie de la propriété qui nous permettait d'avoir très peu d'aide. En fait. Voilà. Et c'est ça qui a fait basculer en fin de compte en expliquant tout ça. Et c'est vrai que c'est du temps à passer avec les propriétaires, de ne pas avoir peur de discuter avec eux et d'exposer. Voilà. Alors, on a pas mal de questions qui sont en train d'arriver. On va commencer par la fin. Tiens, quel a été le rôle du syndic? A-t-il été moteur? Le syndic, du moins, c'est vrai que le syndic nous a aidé énormément pour tous les dossiers de l'ANA. Et c'est vrai qu'on a en plus une très bonne relation avec le conseil syndical, avec notre syndic, ce qui a permis de travailler vraiment en équipe. Ces travaux-là ont pu se faire aussi rapidement parce que justement, on avait des maîtres d'œuvre qui étaient disponibles, avec qui on pouvait échanger. On avait une régie avec qui on pouvait échanger. Et ça des entreprises même qu'on a utilisées, avec qui on pouvait échanger. Et ça a permis de travailler vraiment sans problème et de ne pas avoir de retard dans les travaux, ce qui aurait engagé des frais supplémentaires en plus. Mais c'est vrai que c'est un travail d'équipe. Une rénovation, on ne peut pas dire que c'est les maîtres d'œuvre qui font tout le boulot, c'est la régie qui fait tout le boulot, c'est un travail d'équipe. Il faut que tout le monde joue le jeu. Si tout le monde joue le jeu, ça se passe très bien. Voilà. Alors, question matériaux biosourcés, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui se développe. Donc, isolant plus respectueux de l'environnement, laine de bois, laine de chanvre. Il me semble qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas forcément le bonus aux matériaux biosourcés du dispositif EcoRénov, et on peut signaler qu'aujourd'hui, on a un bonus quand on part sur ce type de matériaux. Oui, mais c'est justement Simon Joly, donc DPS, ne voulait pas partir sur des matériaux comme ça. Déjà, bon, il y avait une question de coût. En plus de ça, c'était peut-être plus dur à mettre en application, voir le gain qu'on pouvait avoir, je pense. Et je pense que Laurent, il pourra me répondre pour ça. Ouais, on y vient aux matériaux biosourcés, notamment la laine de bois. On y vient, en fait, c'était il y a 2 ans. Donc à l'époque, effectivement, il n'y avait pas de bonus, on en parlait un petit peu moins. Nous, on est évidemment complètement favorable aux matériaux biosourcés. Sur la maison individuelle, là encore, ça se fait bien, on a plus de possibilités. Dès qu'on est en habitat collectif, on a des problématiques notamment de réglementation au feu. Donc la laine de bois, on commence à y venir, on commence à l'étudier. En termes d'avis technique, c'est en train de se formaliser. Mais ouais, il reste toujours de la problématique quand on parle de laine de bois, de réglementation au feu, parce qu'évidemment, on rajoute une belle masse combustible. Et voilà, la réglementation incendie est assez stricte en France, et c'est tant mieux. Donc, nous, on l'étudie sur plusieurs projets là, avec des pièces. Et on aimerait pouvoir faire passer le dossier maintenant comme ça, mais on se heurte encore à la réglementation et les problématiques techniques.
Alors, on peut peut-être compléter, Laurent, par aussi dire que sur certaines façades à isoler ou certaines parois à isoler, quand justement on doit gagner de l'épaisseur, vous avez parlé des balcons tout à l'heure, si vous avez fait le choix déjà de la mousse de polyuréthane, c'est parce que c'est celle aussi qui a la meilleure performance et qu'en biosourcé, on aurait sans doute dû mettre une épaisseur supplémentaire. Ouais, tout à fait. Ouais. Parfois, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie, parfois c'est parce qu'en termes de contraintes, ça ne passe pas toujours aussi. Mais on va y venir. De toute façon, dans quelques années, c'est sûr qu'on parlera plus du polystyrène, hein, je pense, j'espère. En tout cas, faut que les gens qui nous écoutent ce soir, il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, il y a un bonus aux matériaux biosourcés. Si on remonte un petit peu le fil de discussion, nous avons donc des questions sur le côté les robinets auto-équilibrants qui remplacent les vannes de pied de colonne. Quelle durée de vie de ces robinets et quel coût par robinet? Ouais, je vois que ça intéresse beaucoup de monde à ces robinets auto-équilibrants. Alors oui, ça remplace. Sur le principe, en fait, on ouvre les vannes de pied de colonne à fond. Donc tout l'équilibrage va se faire au niveau des robinets auto-équilibrants. On peut, si on veut, réajuster éventuellement au niveau des colonnes. Mais sur le principe, on ouvre à fond les vannes de pied de colonne et tout l'équilibrage se fait sur les radiateurs avec ces robinets auto-équilibrants. Durée de vie, là, c'est juste qu'on a en plus au niveau du robinet un régulateur de pression différentiel. Donc c'est vrai qu'on a une section de passage un peu plus petite avec le régulateur. Et du coup, il faut qu'on soit sûr d'avoir une bonne qualité d'eau, donc d'avoir un filtre à bout, un adoucisseur, pour être certain de ne pas venir encrasser au niveau du régulateur et au niveau du pointeau. Aujourd'hui, on n'a pas de problématique particulière, par exemple sur le Kennedy au bout de 2 ans. Et nous, c'est des robinets qu'on installe beaucoup sur nos rénovations quand la configuration s'y prête. Et puis, en termes de coût, il faut compter une quinzaine d'euros supplémentaires par robinet par rapport à un robinet thermostatique standard. 10 à 15 euros. Ouais. Ce qui fait de toute façon la durée de vie d'un robinet thermostatique, c'est l'utilisation. Si en période d'hiver, on le règle à la température voulue dans l'appartement et qu'en période d'été, on a l'habitude d'ouvrir à fond le robinet, on esquintera moins la régulation de ce robinet. Voilà. C'est ça en fin de compte. Il faut bien, et je pense que Laurent il peut confirmer ce que je viens de dire. En fin de compte, le robinet, là je sais que là j'ai fait une campagne justement dans la copropriété du moins dans les bâtiments pour justement que les copropriétaires ouvrent leur robinet à fond en période d'été quand on a coupé le chauffage. Parce que bon, il vaut mieux, et ça préserve le robinet. Parce que le fait qu'il travaille même un radiateur, il va chauffer cet été, on va avoir tendance à faire jouer l'eau dedans et le thermostatique va jouer sans arrêt. Au bout d'un moment, il risque de se bloquer. C'est ça, Laurent, hein? Oui, tout à fait. Le pointeau risque d'être bloqué. Voilà. Donc, je pense que c'est comme les robinets qu'on avait avant. Si on les manœuvrait un peu plus souvent, quand en période d'hiver, on ne le trouverait pas bloqué aussi. C'est pareil, hein, c'est un robinet, on doit jouer. C'est comme le robinet des WC, la chasse d'eau, c'est pareil. Le jour où vous les fermez parce que vous n'avez plus d'eau, vous n'avez pas fait jouer plusieurs fois votre robinet, il ne fonctionne plus. Voilà. Alors, on a des questions qui arrivent et ça tombe bien parce que du coup, on est encore dans le format habituel. On essaye de tenir en à peu près 1 heure. Si c'est un peu plus, ce n'est pas très grave. Donc, est-ce que quand on a le cas de figure d'une barre compacte de 16 étages et une centaine de logements, il y a un coût moindre grâce à la compacité ou il y a un surcoût à cause de la hauteur? Voilà une bonne question. Alors, on va voir les deux parce que, évidemment, par rapport à la compacité, plus on a des résidences de taille importante, plus on va mutualiser les coûts et au logement, ça reviendra moins cher. On va plutôt avoir tendance à baisser le coût. Par contre, aujourd'hui, la réglementation a encore changé. Si on reste sur l'isolation thermique des façades, maintenant, quand on dépasse 7 étages, pour faire simple, on ne peut plus mettre de polystyrène. On est obligé de passer en 100% laine de roche par rapport toujours à cette réglementation incendie. Donc ça, c'est depuis le 1er janvier de l'année dernière. Et donc, du coup, laine de roche plus coûteuse que le polystyrène. Donc, voilà, par rapport à la réglementation, on aura quand même un surcoût par rapport à l'isolation des façades. Voilà, donc du coup, ça fait le lien avec la question, d'après, le risque incendie de la laine de bois, mais le polystyrène est aussi inflammable. Est-ce que la technologie a évolué? Oui, non, le polystyrène, effectivement, il se consume. Hein.
Mais au niveau du polystyrène, donc justement, systématiquement, on doit mettre des bandes de laine de roche de recoupement. C'est-à-dire parce que la laine de roche est complètement inenflammable, incombustible. Et donc, à chaque étage, on dispose une laine de roche de recoupement pour éviter que justement, s'il y a un départ de feu, que ça fasse un effet torche sur la façade. Et donc, c'est aussi pour ça que depuis peu, la réglementation demande à ce que, au-delà de cet étage, on passe en 100% laine de roche. Et voilà, le comparatif par rapport à la laine de bois, on ramène quand même une masse combustible plus importante. Et aujourd'hui, voilà, les avis techniques et la réglementation par rapport à ça sont en train de se mettre en place. Et de toute façon, le polystyrène graphité ne s'enflamme pas. Il fond, mais ne s'enflamme pas. Déjà. Sur la couche graphite. Par rapport à un polystyrène blanc qui va s'enflammer, le graphité ne s'enflamme pas. On a fait l'essai parce que là, il y avait des copropriétaires qui avaient craint aussi du feu parce qu'il y a eu en Angleterre le bâtiment qui avait brûlé. Et à la suite de ça, j'ai fait une démonstration que, en fin de compte, la laine de polystyrène graphité fondait mais ne s'enflammait pas. Voilà. Ouais, c'est la partie extérieure. Ouais. Alors, éventuellement, Laurent, je vous laisse envoyer la diapo suivante, au moins que les gens aient les coordonnées comme ça en fond d'écran de l'espace info énergie. Voilà, donc là, ça c'est les. Avant de prendre les dernières questions, ça c'est là où vous pouvez nous trouver. Donc, géographiquement parlant, on est localisé dans la gare des Brotteaux. On reçoit les gens sur rendez-vous. Donc, on a pas mal de conseillers. Il y en a qui sont spécialisés sur la copropriété. Et voilà, même en période de post-confinement, avec les mesures de sécurité, évidemment, qui sont obligatoires actuellement, on fait en sorte de continuer notre activité. Il y a aussi des gens qui peuvent être recontactés en format réunion Zoom aussi, comme on fait maintenant. Et pour terminer sur les questions, donc on nous dit donc, hormis le gain de valeur immobilière, le retour d'investissement est donc d'environ 20 ans. Vous confirmez? Avec le micro. Avec le retour d'investissement, alors si on peut parler de retour d'investissement, parce que moi je me suis amusé à le faire, mais je pense que sur des travaux comme ça, on ne peut pas dire que c'est une plus-value qu'on donne à notre copropriété. Donc retour d'investissement, moi j'ai calculé, ça fait 18 ans à peu près, 18 ans sur la somme engagée. Mais après, bon, c'est une plus-value pour la copropriété. Donc je ne sais pas si on peut parler de. Voilà. Ouais, c'est ça, effectivement. Quand je vois la vente qui se fait, je vois les appartements, du moins, les 2 immeubles qui ont été rénovés. Là, en 15 jours, les appartements qui sont mis en vente, ils s'en vont, quoi. Donc, c'est quand même une plus-value quand même assez importante. Ouais, puis il faut le voir aussi, un bâtiment, ça s'entretient forcément, un ravalement de façade. À un moment donné, il faut rénover, remplacer ces chaudières qui arrivent en fin de vie. Et si vous comparez par rapport à un ravalement de façade classique, un ravalement de façade, il n'y a pas de temps de retour, en fait, c'est l'infini. Mais vous êtes obligé quand même de mettre un coup de peinture et d'avoir un coût et pas de gain derrière. Même chose. Donc c'est pour ça que voilà, c'est à mettre en perspective par rapport à ça. On rénove, mais aussi on fait aussi l'entretien qui est indispensable. Mais nous, simplement, on a fait la rénovation, mais on s'est amusé aussi à simplement remettre en état l'éclairage. Quand je vois, nous, on a rechangé tout l'éclairage de notre copropriété. On avait chaque ampoule consommait 63 watts. On a mis des ampoules à 3 watts. Et même sur la consommation d'énergie au niveau courant, on s'aperçoit qu'on fait des économies. Dans un bâtiment comme le nôtre, c'est de l'ordre de 600 euros d'économie par an, quoi. Donc, c'est pas négligeable. Et puis, plus ça, à la fin, on arrive à faire des grosses économies, quoi. Ouais. C'est comme pour les fenêtres, juste pour Patrick. On ne le fait pas pour le temps de retour. Les fenêtres dans les logements, bien souvent dans les copros, on voit que au moins 50% des copropriétaires les ont remplacés. Le temps de retour, je ne sais pas si les gens savent, c'est moins 25 ans, quoi. C'est 25 à 30 ans de temps de retour. Bon, n'empêche que beaucoup de monde le fait. Ils ne le font pas pour le temps de retour, ils le font pour le confort thermique, acoustique. Ils le font pour entretenir, valoriser le bien. Donc voilà, c'est plus comme ça qu'il faut le voir, je pense. Ok, si on n'a pas de questions, je ne sais pas si vous avez un dernier mot de conclusion à nous dire tous les deux.
Si c'était à refaire, Monsieur Valentini, vous referiez pareil? Je referais pareil, oui. Moi, avec les aides qu'on avait à l'époque, je referais la même chose. Mais je regrette même de ne pas l'avoir fait 2 ans avant. Parce que 2 ans avant, on aurait eu l'aide de la commune, qu'on n'a pas eu le droit, parce qu'ils avaient plus de subvention. Et c'était intéressant parce que c'était 50% de la taxe foncière pendant 5 ans. C'est une aide qu'on n'a pas pu avoir, donc qui aurait été intéressante pour la copropriété. Voilà. Mais c'est vrai que je ne regrette pas parce que le retour qu'on a eu, même des personnes qui étaient réticentes aux travaux, on avait quand même, on était tout juste au vote quand même, même en expliquant. Et toutes les personnes qui étaient réticentes au départ, on dit mais on a été bêtes d'être réticents, quoi, parce qu'ils voient le confort, ils voient que ça ne leur coûte pas trop cher mensuellement. Ils disent mais et on part sur un bâtiment qui est en état, quoi. On a remis un bâtiment de 35 ans. Je dirais pas à la première jeunesse qu'il avait, parce qu'il y a quand même des parties électriques dans les appartements qui pourraient peut-être reprendre dans certains appartements, mais l'extérieur, c'est nickel, quoi. Voilà. Il y a contrario les personnes qui n'ont pas voulu faire les travaux dans le 3e bâtiment. Bah, ils se mordent les doigts maintenant parce qu'ils sont obligés de faire des travaux, ils n'ont plus d'aide et voilà. Ça coûte énormément plus cher, quoi. Parce que là, il y a le seul retour négatif, c'est le bâtiment qui n'a pas fait les travaux. En fait. Parce que là, ils se mordent les doigts parce qu'ils disent, mais là, maintenant, on va faire des chantiers. Là, ils font les chaudières, par exemple. Ils refont les VMC, les chaudières, mais pas avec les mêmes conditions qu'on a eu nous quand on a fait la rénovation totale. Voilà. Ça, c'est ce qu'on explique régulièrement, que ce soit en maison ou en copropriété, c'est l'intérêt d'aller sur la rénovation globale et pas faire petit bout par petit bout. Et en tout cas, vous avez parlé des aides communales, il y a parfois des communes qui rajoutent des subventions. Donc ça, on a la liste au sein à l'agence, mes collègues ont l'information. Et puis, on va voir aussi si ça évolue avec les élections, avec parfois certaines équipes municipales qui changent et avec aussi le sujet du développement durable et de la rénovation énergétique qui est quand même de plus en plus d'actualité. Je ne sais pas si, Laurent, vous avez quelque chose un mot de conclusion. Non, je voulais justement parler du bâtiment cube, comme vous l'avez fait. Effectivement, voilà, ils sont obligés de le faire aujourd'hui parce que leurs chaudières, elles arrivent complètement en fin de vie et ils n'allaient pas passer un hiver de plus. Même chose pour la VMC, et bon, ils le font à contre-temps, quoi, et effectivement, c'est dommage. Donc, ouais, d'où l'intérêt, voilà, de faire des bouquets de travaux pour aller chercher les aides les plus importantes. En tout cas, merci à vous deux. Il ne me reste plus qu'à faire un petit peu de publicité pour la prochaine visio de Réno qui aura lieu même jour, même heure la semaine prochaine. Donc là, on se rendra sur la copropriété La Pomme à Tassin-la-Demi-Lune. Donc, on avait déjà fait visiter et on fera un petit peu pareil de retour d'expérience, de présentation de ce qui a été fait. En tout cas, merci à nos intervenants du soir de s'être prêtés au jeu. Et puis, voilà, dans quelques jours, ça sera en ligne sur la chaîne YouTube de l'Espace Info Énergie. J'enverrai le lien à tous les participants et on vous dit à très bientôt sur prochains événements. Et puis, on espère vivement qu'à partir de septembre, tout rentrera dans l'ordre et qu'on pourra se retrouver sur des visites de terrain avec des vrais gens à côté de nous et pas seulement derrière des écrans. Et on a déjà un certain nombre de copropriétés qu'on a prévu de faire visiter. Donc, voilà, on espère que ça pourra s'alléger les contraintes post-confinement et qu'on pourra refaire du terrain pour vous aider à avancer dans vos projets de rénovation énergétique performants. Merci à vous en tout cas et puis très très bonne fin de soirée à tout le monde. Merci.